Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Mon conjoint veut toujours avoir raison. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 pour aller plus loin concrètement. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour continuer ce rendez-vous, cette émission sur le fait que votre conjoint peut toujours avoir raison. Mais je voudrais quand même juste dire que parfois, le conjoint qui veut toujours avoir raison, c'est soi-même. La semaine dernière, on a déjà commencé avec cette idée-là. Mon conjoint veut toujours avoir raison. Je peux aussi faire partie de celui qui veut toujours avoir raison. D'ailleurs, il est arrivé que ma femme me le dise. Elle n'avait pas tort. Vous comprenez l'idée. Pas toujours, mais en tout cas, c'est intéressant aussi de prendre conscience de sa volonté d'avoir raison. Qu'est-ce que ça veut dire quand on veut avoir raison ? Alors, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui sur lequel je voudrais m'arrêter, parce que je voudrais aussi donner à la personne qui a cette impression de vouloir avoir raison, ou parfois qui ne perçoit pas sa volonté d'avoir raison, de s'identifier, de se dire « Ah oui, je me reconnais, ah oui, c'est moi, j'ai cette tendance-là, et je vois que je réagis comme ci et comme ça, parce que je veux avoir raison. » Ou plutôt, quand je me rends compte que j'agis d'une de ces 6 manières que je vais vous décrire, peut-être que je fais partie de celui qui veut avoir raison. Alors, quelles sont les raisons qui font que vous pourriez vouloir tenir à avoir raison, que ce soit vous ou votre conjoint? Si votre conjoint veut avoir raison, eh bien, il a des motivations derrière. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je ne vais pas en décrire de nombreuses. Je vais aller me centrer sur 6 éléments qui vont vous permettre, je souhaite, de travailler sur vous-même pour prendre conscience de votre posture en tant que conjoint vis-à-vis de votre autre conjoint, évidemment. La première raison que je voudrais mentionner qui pourrait motiver à vouloir avoir raison, c'est le besoin d'exister, d'être valorisé et de s'auto-valoriser. Donc une personne qui se bat et qui tient à avoir raison peut être de cette tendance-là. Elle a besoin d'être valorisée, d'être reconnue, ou bien de s'auto-valoriser parce qu'elle a l'impression qu'en face, elle ne l'est pas suffisamment. Et donc, ça peut correspondre à certains domaines dans le couple. C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels vous pouvez lâcher prise, ou vous voyez que votre conjoint lâche complètement prise. Là-dessus, il ne discute pas, vous faites ce que vous voulez, vous dites que vous voulez faire ça, il vous dit d'accord. Et puis, tout à coup, il y a des domaines dans lesquels vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus difficile. Comme si c'était des chasses gardées. Je prends l'image un petit peu du chien qui va faire pipi dans les coins pour donner son territoire. Et dès que vous rentrez dans ce territoire-là, voilà, là il y a réaction et vous voyez qu'en face, votre conjoint veut avoir raison, mais c'est aussi valable pour vous. Vous avez complètement conscience que quand quelqu'un rentre dans ce territoire-là, vous n'êtes prêt à ne rien lâcher, vous tenez et vous voulez vous imposer. Parfois, on n'est pas vraiment conscient de cette dynamique-là. Les fois où ma femme m'a dit que je voulais avoir raison, je n'ai pas forcément conscience que c'est ça. Mais avec un peu de recul, on peut se dire oui, c'est vrai, dans ce domaine-là, je veux avoir raison. Alors, ça me permet à moi d'apprendre à me connaître en tant que conjoint qui veut parfois avoir raison. Et je vous le donne pour que vous puissiez aussi apprendre à vous connaître, parce que c'est quand même aussi intéressant. C'est aussi un deuxième signe, une deuxième raison qui fait qu'on peut avoir cette tendance à se battre pour avoir raison, c'est l'égotisme ou le narcissisme. On voudrait qu'on nous regarde, qu'on nous admire, qu'on nous applaudisse. Alors c'est tout près de la valorisation, mais c'est beaucoup plus, je dirais, déviant. C'est-à-dire que le besoin de valorisation, il est neutre, je dirais, dans la mesure où on a besoin, tout humain a besoin d'être valorisé. Par contre, l'égotisme, cette nécessité d'être au centre de toutes les décisions, de toutes les préoccupations et que finalement tout passe par soi, est pathologique, est un problème. Qui est pareil pour le narcissisme. Je veux que quoi que tu fasses, quoi que tu décides, ça passe par moi. Quelque part, c'est comme si je disais à mon conjoint, j'estime que tu n'es pas habilité à prendre une décision sans moi. Ce qui peut arriver dans certaines perversions d'attitude, et pour ça que je parle presque de pathologie. Si vous avez l'impression que sans vous, rien ne tient, vous savez qu'il y a un problème, parce que le monde peut continuer à tourner sans vous. Votre conjoint peut être heureux sans vous. D'ailleurs, votre conjoint, normalement,
est censé apprendre à vivre heureux sans vous, à créer son bonheur sans vous, et vous-même à créer votre bonheur sans votre conjoint, et que votre conjugalité participe à nourrir des éléments du bonheur que vous avez choisi de construire vous-même personnellement ou que votre conjoint a choisi de construire de son côté. Mais en fait, ce n'est pas la conjugalité qui est censée rendre heureuse, mais ce sont deux personnes heureuses qui vont faire qu'une conjugalité sera heureuse. Le troisième signe qui émerge quand on a face de soi un conjoint qui veut avoir raison, c'est de prendre conscience que ce conjoint-là a généralement une difficulté à faire confiance à l'autre. Mais le pendant, c'est qu'il a une grande difficulté à se faire confiance à lui dans certains domaines. Donc ça rejoint un petit peu la notion de la chasse gardée dont je parlais au départ, c'est que, ayant balisé des domaines dans lesquels il se sent très très mal à l'aise, il n'a pas confiance en lui, eh bien, évidemment, il va laisser l'autre avancer, gérer les choses comme bon semble à l'autre. Et puis les domaines dans lesquels il a confiance en lui, parce qu'une personne qui n'a confiance en elle dans aucun domaine, c'est très 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 rare. Dans ces domaines dans lesquels cette personne a très confiance en elle, elle va manquer de confiance en les autres, parce qu'elle aura une volonté parfois de perfection, que les choses soient faites comme elle l'entend, que les choses soient faites à sa cadence, à son rythme. Et ça peut aller jusqu'à la cuisson des pâtes, et là j'en témoigne, c'est-à-dire que vraiment, ma manière de faire cuire les pâtes est la meilleure, jusqu'à ce que ma femme m'ait montré qu'elle arrive à faire cuire les pâtes impeccablement sans le faire à ma manière. Alors, j'espère juste qu'elle n'écoutera pas cette émission, parce que là, elle va se dire, tu vois, j'avais raison. À vrai dire, je dis ça, mais elle le sait. Mais c'est tout simple, ça peut être même dans les petits détails de la vie quotidienne. Pour ça, je parle de l'exemple des pâtes. Mais voilà, mettre les chaussures là et pas là, mettre la table à tel moment. Enfin, voilà, plein de petits détails de la vie qui peuvent participer à pourrir la journée, parce que la personne qui manque de confiance en l'autre va vouloir contrôler les faits et gestes de l'autre. Et une des voies de conséquence, c'est que l'autre a tendance à démissionner. Si tu veux que ce soit comme ça, vas-y, fais-le, débrouille-toi. Et c'est assez décourageant. Donc si, madame, monsieur, vous avez conscience de votre difficulté à faire confiance à l'autre dans un domaine, pour vous éviter de vous retrouver avec maintenant débrouille-toi dans ce domaine-là, eh bien sachez que vous avez un travail à faire sur vous-même. Si votre conjoint vous a déjà fait comprendre qu'il souhaitait que vous débrouilliez et que vous ne fassiez plus appel à lui dans tel ou tel domaine, vous savez que vous avez appuyé sur le bouton « Je veux avoir raison »,« Je tiens à ce que ce soit fait comme je veux »,« Je tiens à ce que ce soit fait à la cadence à laquelle je veux » et que ce soit exactement mis comme je le souhaite, et que par conséquent, votre conjoint a déjà démissionné. C'est dommage, mais ce n'est pas irréversible. Vous pouvez tout simplement prendre conscience de votre difficulté à faire confiance à l'autre parce que vous avez l'impression d'exceller dans ce domaine-là et prendre le temps de discuter avec votre conjoint. Voilà. Ensuite, quatrième, je relis mes notes, quatrième signe, quand on a vraiment la volonté d'avoir raison, c'est une volonté de maîtrise, de contrôle, qui est très proche de ce que j'ai dit juste avant. Vous avez remarqué que ça s'imbrique en fait. On avance un peu plus dans ces éléments-là, mais les uns et les autres s'imbriquent. Une volonté de contrôle, de maîtrise. Et c'est évidemment parce qu'on a un manque de confiance en l'autre, en partie, mais parfois parce qu'on a un sentiment d'expertise avancé et que donc on veut contrôler, maîtriser la situation. Parfois, c'est aussi parce qu'on a grandi dans un milieu dans lequel on a vécu le contrôle. Eh bien, ce tout contrôle ou cet excès de contrôle aussi est un moyen d'abîmer son couple et de donner l'impression d'avoir raison et particulièrement, je vais employer ce terme, de stériliser certains pans de la relation. Ce que je veux dire, stériliser, ça veut dire qu'en fait, vous serez les seuls à utiliser ce pan de la relation, de la communication. Pour illustrer ce que je veux dire, c'est que si par exemple dans le domaine de l'éducation des enfants, vous avez une volonté de contrôle et de maîtrise, eh bien vous verrez que votre conjoint aura tendance à se dire « dans ce domaine-là, je me tais, je le laisse faire ». Alors au début, il y aura la guéguerre, parce que l'un voudra avoir raison, puis l'autre voudra avoir raison, puis l'autre, évidemment, on ne fait pas comme ça, puis non, on fait comme ça. Et au bout d'un moment, il y en a un qui va lâcher. Et vous aurez cette impression d'avoir une relation stérile, unilatérale, dans laquelle vous allez émettre un signal, un message, une parole, une proposition, et en face, vous aurez une fin de non-recevoir, un silence, une non-implication.
c'est aussi un signe intéressant pour vous dire j'ai peut-être été trop dans le contrôle, dans la maîtrise, et par conséquent, ça a posé problème. Alors ça va vers un autre élément qui va être encore imbriqué, qui est encore plus fort, c'est une volonté de domination. Parce que quand je suis dans la volonté de domination, là je suis encore dans la déviance. Et dans la volonté de domination, il y a tout ce que j'ai dit avant. Le contrôle, la maîtrise. En dessous, le manque de confiance en l'autre. Donc évidemment, je vais dominer puisque j'ai confiance en moi et pas en l'autre. Évidemment, il y a l'égotisme, le narcissisme, je suis le meilleur, il n'y a que moi qui fais les choses bien, etc. Et j'ai besoin d'exister, de m'auto-valoriser, de me servir tout seul, et par conséquent, parfois de desservir le couple, et puis de l'abîmer. On ne se rend pas forcément compte de cette voie de conséquence, mais quand on est dans la domination conjugale, eh bien c'est un problème. D'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, j'entendais un groupe de jeunes qui discutaient, et un gars qui disait, oui, en fait... l'homme doit dominer la femme. Alors j'entends là qu'il était dans une, on va dire dans une tradition judéo-chrétienne, mais pas forcément, parce qu'il y a une culture africaine. Donc il y a aussi la tradition locale là-bas. L'homme doit dominer l'homme doit dominer la femme, et c'est normal, et que la femme doit se soumettre à l'homme. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur. J'espère que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, et que tout ce que vous faites et que vous attendez que votre conjoint fasse soit de son propre chef, de sa propre volonté, sans aucune domination, parce que la domination est déviante. Je l'affirme. Et encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-vous. Et puis, le 6e et dernier signe que je veux montrer pour les personnes qui veulent avoir raison, c'est que vous avez parfois réellement raison. Voilà, ça arrive. Oui. Mais ce n'est pas parce que vous avez réellement raison que vous devez toujours avoir raison, que vous devez vous imposer, chercher à dominer, chercher à contrôler, à maîtriser, à avoir confiance en vous et à manquer de confiance en l'autre, à être égoïste, narcissique, et à chercher à vous auto-valoriser en oubliant les besoins des autres et en valorisant vos besoins. Vous avez besoin d'exister, oui, mais et les autres, et l'autre aussi. Alors je vais vous donner quelques éléments si vous avez tendance à chercher à avoir toujours raison. Ou si votre conjoint a besoin d'avoir raison. J'ai dit toujours, mais les personnes que j'accompagne savent que le mot toujours n'a pas sa place dans une relation d'échange avec son conjoint. Hein, tu fais toujours ça ou tu veux toujours avoir raison est loin d'être opportun. Donc je l'ai mis dans le titre comme ça et j'utilise dans le cadre de cette émission, mais la notion de toujours et de jamais est vraiment irrationnelle. C'est la raison pour laquelle je l'évacue et je demande qu'elle soit évacuée de l'échange dans la conjugalité, mais aussi dans l'éducation, pour permettre d'avoir des échanges qui soient sains et non empreints de ces approches d'enfermement qui sont toujours et jamais. D'ailleurs, je me disais, je pourrais faire une émission là-dessus. Je vais prendre note dès que j'aurai fini cet enregistrement. Donc, si vous avez l'impression d'avoir un conjoint qui a besoin d'avoir raison, et vous avez noté que j'ai enlevé le toujours, vous savez que votre conjoint a besoin d'être écouté. Alors on pourrait dire, si vous sentez en vous le besoin d'avoir raison, vous savez que vous avez besoin d'être écouté. Donc ça marche dans les deux sens. Donc si votre conjoint manifeste le besoin d'avoir raison, vous savez qu'il a besoin d'être écouté. Alors mettez-vous à son écoute. Donc quand vous échangez sur un sujet, que vous avez un projet, une idée, et que vous voyez qu'il veut s'exprimer, eh bien écoutez-le dans son domaine. Parce que comme je dis, il est très rare d'avoir un conjoint qui va y avoir raison tout le temps, sauf s'il est dans la domination, et là j'encourage vivement à consulter. Mais il y a des domaines dans lesquels on veut avoir raison, puis d'autres dans lesquels on lâche. Donc dans les domaines dans lesquels votre conjoint veut avoir raison, vous percevez ça, mettez-vous à son écoute. Alors, comment tu vois les choses ? Et vous l'écoutez. Il vous dit qu'il les voit comme ci et comme ça, d'accord ? Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois, peut-être que tu ne m'as pas exprimé ? Et vous vous mettez vraiment à son écoute pour, deuxième élément de l'exercice, chercher à comprendre. Si vous cherchez à comprendre votre conjoint, et pas seulement l'écouter pour avoir l'information, j'ai compris que, non, vous cherchez vraiment à comprendre pour épouser ce qu'il a voulu vous dire, de manière à presque, je dirais même, épuiser ce qu'il a à vous dire sur le sujet. Et quand vous avez fait cet exercice-là, eh bien vous avez, dirais-je, les cartes sur la table qui sont dépliées et qui vous permettent à vous de vous positionner après avoir eu l'opportunité d'avoir une clarification tellement évidente que presque il n'y a plus de doute. Mais tant qu'il y a des choses qui vous paraissent être des zones d'ombre ou des ambiguïtés,
Posez la question. Alors, tu m'as dit que ça et ça, donc, ça, tu le vois donc comme ça. Et tu penses que c'est mieux de le faire comme ça. C'est bien ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu m'as dit qui fait que tu penses que... Et votre conjoint va continuer à s'exprimer de manière à avoir la certitude d'être compris. Et vous savez qu'en entrant dans cette dynamique-là, vous répondez au premier point que j'ai évoqué dans les motivations qui font qu'on a envie d'avoir raison. C'est le besoin d'exister, le besoin d'être valorisé et parfois de s'auto-valoriser. Quand votre conjoint va s'exprimer et être écouté, il aura le sentiment d'exister, premièrement. Deuxièmement, quand vous allez chercher à comprendre ce qu'il va partager avec vous, il va être valorisé parce que vous n'allez pas passer du temps à chercher à comprendre quelque chose qui vous paraît nul, minable et inacceptable. Par conséquent, si vous cherchez à comprendre, vous participez à valoriser votre conjoint. L'idée n'est pas de dire que vous allez forcément aller dans la direction de ce qu'il a choisi de faire, mais au moins, vous aurez choisi de chercher à le comprendre, donc de donner de la valeur à ce qu'il est en train de vous dire. Troisième point de cet exercice, c'est de participer à la coopération. Cherchez sur les cartes qui sont sur la table que votre conjoint a ouvertes, eh bien de vous dire qu'est-ce que je pourrais piocher là-dedans qui pourrait me permettre d'être en phase avec moi-même. Parce que l'idée n'est pas de vous quitter vous-même et de vous abandonner, de vous oublier, de vous négliger pour adopter le point de vue de votre conjoint, mais d'aller épouser, d'ailleurs c'est très bien adapté dans le cadre du couple, d'aller épouser ce qui, dans le regard de votre conjoint, correspond à vos valeurs, à votre manière de voir les choses et de penser. Et donc, vous avez fait ces 3 premières étapes, vous imaginez à quel point c'est constructif. Parce qu'en plus, quand vous allez vouloir coopérer dans cette 3e étape avec votre conjoint, eh bien, vous allez continuer à nourrir son besoin d'exister, d'être valorisé, étant donné que vous allez récupérer sur la table des éléments qu'il a apportés de sa réflexion. Et vous pouvez passer à la 4e et dernière étape, qui est la co-création. Donc, vous allez peut-être apporter aussi des éléments qui sont les vôtres dans ce que vous avez pioché de ce que votre conjoint a partagé pour créer ensemble. Écoutez, cherchez à comprendre, coopérer, co-créer. Ces 4 étapes sont vraiment des étapes concrètes et pratiques qui vous permettent, avec votre conjoint, d'arriver à vivre quelque chose qui lui permette d'exister, d'être valorisé et finalement d'être heureux d'avoir été entendu, compris, d'avoir été invité à la coopération et à la co-création. Mais vous aussi, vous en tirez les bénéfices. Parce qu'il y a des conséquences qui sont inhérentes à ces 4 étapes que je vous propose là dans l'exercice. C'est que premièrement, vous allez augmenter l'estime de soi de votre conjoint et l'estime de soi, la vôtre. Deuxièmement, vous allez augmenter l'estime que vous avez mutuellement pour le couple, l'un et l'autre. Troisièmement, vous allez vous ouvrir à l'autre, et vous ouvrir à l'autre est une opportunité pour apprendre à connaître l'autre et à se laisser connaître, parce que quand vous allez vous récupérer sur la table, les cartes que votre conjoint a préparées dans cette phase de la coopération, et que vous allez co-créer en apportant une part de vous dans ce qui est en projet là, eh bien, vous allez vous ouvrir à l'autre. Donc, l'autre se sera ouvert à vous dans le temps d'écoute et dans le temps de recherche de compréhension, et vous vous ouvrirez mutuellement l'un à l'autre dans le temps de coopération et de co-création. Donc, vous êtes un couple gagnant-gagnant. 4e conséquence, c'est la baisse des conflits. Vous avez compris que vous aurez moins de conflits, vous aurez des conflits moins profonds et des conflits moins durables. Donc, baisse du nombre de conflits, baisse de l'intensité des conflits et baisse de la durée des conflits. Parce que vous aurez des conflits dans le temps d'écoute, de recherche de compréhension, de coopération et de co-création. Mais puisque vous êtes dans une posture d'écoute et de chercher à aller puiser dans les richesses de votre conjoint, les conflits vont se défaire d'eux-mêmes. Parce qu'en plus, il est très difficile d'être en conflit avec quelqu'un qui nous valorise. Donc si vous valorisez votre conjoint, il n'aura pas envie de se mettre en conflit avec vous. Si vous cherchez à comprendre ce qu'il vous dit, il n'aura pas envie de se mettre en conflit avec vous. Donc vous allez y gagner en ayant en pratique les 4 étapes de cet exercice. Écoutez, cherchez à comprendre, coopérer et co-créer. Vous tirerez les conséquences qui sont une meilleure estime de soi de chacun des membres du couple, une estime pour le couple grandissante dans chacun des membres du couple, une ouverture de soi à l'autre et une baisse du nombre des conflits, de l'intensité des conflits et de la fréquence
des conflits. Je suis ravi de vous avoir donné ces clés pour créer votre bonheur à deux. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.